Nous allons parler des organisations communautaires de base et leur rôle. Depuis quelques décennies maintenant, on voit en Afrique l'émergence d'un nouvel acteur qui sont les organisations communautaires de base. Regroupement des populations, souvent les plus pauvres, qui se mettent entre elles pour à la fois participer à la gestion de leur avenir et à la fois aider l'État ou les collectivités locales à la prise de décision. C'est le schéma de base. Nous allons voir quelques processus dans lesquels on prend en compte les organisations communautaires de base. Les organisations communautaires de base, souvent on a affilié ces organisations à la société civile. La société civile est bien plus large. En fonction de la définition qu'on prend de cette société civile, elle n'existe pratiquement pas en Afrique, ou au contraire, elle est très active. Alors, on va mettre de côté pour l'instant la question de la société civile pour se concentrer sur ces organisations communautaires de base qui forment le bataillon des gens les plus pauvres dans les villes africaines. Qui dit organisation communautaire de base dit participation, dit prise de décision participative. Alors, il y a diverses formes de participation et nous avons bien sûr, comme à chaque fois, entre une faible participation et une forte participation, un curseur qui peut bouger en fonction des pays, en fonction des villes, mais aussi en fonction des projets. Des projets où il y a une très forte demande et une très forte participation des organisations communautaires. Pourquoi ? Parce que c'est des prises de décision qui touchent directement la communauté et parfois on est très faible, voire inexistante quand il s'agit de prendre des décisions à un échelon supérieur. Alors il y a divers types de participation. On mettra en avant les 5 principales. D'abord l'appropriation. Les communautés ont le contrôle décisionnel et c'est l'État qui prend des initiatives lorsque la communauté le demande. Il existe la coopération. C'est là l'État et les communautés qui coopèrent ensemble avec un même objectif. Souvent, ces processus sont aidés par d'autres et notamment par des ONG, mais il y a une sorte de coproduction de la décision et du projet. Il y a la consultation. Donc les communautés ne vont pas prendre de décision, mais on va les consulter sur les projets pour avoir leur avis et modifier en temps et en heure le projet en fonction des résultats de cette consultation. Il y a l'information, c'est la version légère de la consultation, qu'on informe habituellement les communautés de ce qui va se passer. Et ensuite, il y a la manipulation, où finalement on utilise les communautés pour plutôt de mauvaises raisons. On leur donne l'impression qu'ils ont quelque chose à dire. Or, les jeux sont déjà faits bien avant. Donc, on voit qu'on a quand même une rupture. C'est pour de très mauvaises raisons qu'on a la manipulation. On a ici les 4 premiers qui sont pour de bonnes raisons, avec de nouveau le curseur qui est extrêmement fort dans l'appropriation, puisque les communautés demandent et l'État agit, et la forme la plus light de la participation, qui est l'information. Entre les deux, on voit qu'on peut bouger et qu'on a diverses échelles de participation. Ce qu'on vient de dire, c'est pour la participation sur l'ensemble des projets de développement. On peut aller plus loin dans la participation. On peut aller jusqu'au budget participatif que l'on peut décrire en 4 phases. Première phase préparatoire, on va mobiliser les citoyens. Deuxième phase, l'identification des problèmes et des besoins. On définit des priorités. Une phase d'exécution ensuite et de fourniture des services que l'on a identifiés. Et une phase de supervision de ce qui a été fait et d'audit. Donc, on va préparer, ensuite, on va identifier et allouer des budgets, exécuter les travaux,
superviser ce qui a été fait pour ensuite avoir un retour ici, une chaîne qui permet de reprendre et de modifier en fonction de ce que l'on aura trouvé sur la supervision de ce qui a été demandé. Il y a vraiment un contrôle au quotidien de l'allocation des divers budgets. Donc ça, c'est, je dirais, une forme absolue où on peut être soit au niveau d'une collectivité locale, mais c'est de toute façon les organisations communautaires, ce sont monsieur et madame tout le monde qui ont en main cette question du budget participatif. Alors, il existe des collectivités où on a laissé une partie du budget participatif seulement, mais l'intérêt là, c'est que les gens sentent une responsabilité, ou il y a une responsabilisation de la part des habitants pour les budgets. On décide ensemble ce qu'on va allouer à quelle partie, et puis ensuite on fait ensemble le contrôle de ce qui a été alloué. Voilà. Donc ça, c'est le budget participatif, avec ou sans les organisations communautaires. On ferme la parenthèse du budget participatif, puisque le propos était uniquement sur les organisations communautaires. Et puis on revient ensuite, maintenant, à quels sont les projets de développement qui peuvent être traités au niveau des organisations communautaires avec l'État. Et on a la question du logement, qui est très importante. On a des grands programmes de logement, ou plutôt d'aide au logement, qui peuvent être faits à la fois avec les organisations communautaires et l'État. Les infrastructures, bien sûr. Souvent, c'est des infrastructures de base dans les quartiers. Il ne s'agit pas de faire ensemble une grande autoroute, sans doute pas, mais tout ce qui est infrastructure et équipement de base dans les quartiers entre totalement dans les transactions que peuvent faire les communautés avec l'État. Le dynamisme urbain, on peut, sur des territoires donnés, redynamiser, faire de la rénovation urbaine, ou un certain nombre de programmes sociaux qui permettent le vivre ensemble. Donc, dans cette possibilité que l'on a de travailler directement sur le terrain, sur des programmes sociaux, les organisations communautaires sont, je dirais, le maillon principal de ces programmes. Et enfin, sur la question de la gestion des déchets, les organisations communautaires peuvent jouer un rôle très important, puisqu'il s'agit d'aller sur le terrain véritable. Donc on se rend compte aisément que ce qui manque à l'État, c'est cet ancrage sur le terrain et le fait de pouvoir gérer avec des collectivités locales. Ça donne un accès au pouvoir central ou même au pouvoir décentralisé. Ça donne un accès sur le terrain avec les gens qui vivent au quotidien des situations difficiles. En retour, bien sûr, l'État doit jouer son rôle. Il ne peut pas juste être demandeur face aux organisations communautaires. Il doit principalement les reconnaître, ce qui n'est pas une petite affaire, puisque dans le schéma habituel de la gouvernance, cette société civile, ces organisations n'existent pas. Donc il s'agit des divers stades ou strates de l'État. Mais la première chose à faire, c'est de reconnaître ces organisations. Ensuite, c'est de les aider techniquement à monter des projets, c'est de les aider dans le financement de ces projets. Donc, l'État trouve dans ces organisations communautaires une base dans les quartiers, mais pour cela, l'État doit s'investir aussi pour que ça fonctionne. Il faut que les deux niveaux de prise de décision trouvent leur compte. Et donc, il faut que l'État leur reconnaisse un droit à la parole, ce qui est sans doute une des activités les plus difficiles, puisque il faut leur faire une place dans le schéma, dans l'organisation, dans la gouvernance urbaine actuelle. Alors les limites et les conclusions. Les limites, on en voit deux. C'est que la prise de décision participative, nous l'avons déjà vu, dans un certain nombre de cas, ne fonctionne pas. Elle fonctionne lorsqu'il s'agit de prendre des décisions sur des équipements ou des aménagements dans des quartiers. Elle fonctionne un peu moins bien, voire pas du tout, lorsqu'il s'agit de planifier de manière macro la ville. Lorsque l'on veut faire passer des grands réseaux, des autoroutes, il devient difficile de faire de la participation avec l'ensemble des habitants de la ville. Le résultat en principe de ces participations, de ces processus participatifs, c'est qu'à la fin, la décision est qu'il ne se passera rien. Donc si on veut faire évoluer à un moment donné la ville, on doit aussi prendre des décisions au niveau centralisé.
Et plutôt que d'avoir à appliquer un schéma ou un autre schéma, il faut se rendre compte qu'en fonction des projets, en fonction des enjeux des projets, on doit être plus ou moins participatif. C'est peut-être cynique de dire ce genre de choses, mais il faut se rendre compte des limites du système et l'on ne peut pas demander à l'ensemble d'une population d'une ville son avis sur tel et tel projet. Alors là, on est plutôt dans l'information que dans la participation. Il faut informer, il faut montrer clairement ce que l'on est en train de faire. C'est indéniable, ça c'est, je dirais, la donnée de base, mais il y a certaines fois où on peut aller plus loin dans le processus participatif et d'autres fois, il faut rester très en retrait. Donc la conclusion à ça, c'est qu'on a montré ces grandes tendances, ces nouvelles gouvernances urbaines, ces organisations communautaires, la décentralisation. Il faut savoir en jouer. Il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas un schéma qu'il faudrait appliquer dans l'ensemble des pays africains. Il faut juste reconnaître la validité des organisations communautaires, il faut les reconnaître et voir avec elles dans quelle mesure, ensemble, elles peuvent ou pas prendre part à la décision.